Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier, ce 215e de notre série. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, investisseur immobilier, coach, formateur, en compagnie de notre président Yvan Cournoyer. Salut Yvan. Salut Jean-Pierre, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, connexion Internet voulant, je suis sur mon téléphone, donc on va faire du mieux qu'on peut. Donc, merci d'être là tout le monde, merci Jean-Pierre de co-animer. Comme tout bon investisseur, Yvan, tu démontres qu'on est débrouillard, qu'on trouve toujours des solutions. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, on développe notre débrouillardise. C'est dans les belles facettes de l'investissement immobilier. On devient plus résilient lorsqu'il y a un petit pépin. Donc, on est là pour répondre à vos questions, les amis. Donc, je laisse Jean-Pierre faire l'introduction. Tout à fait. Ben oui, écoutez, il y a un Q&R, questions-réponses. De façon générale, on commence le mois de décembre avec nos lignes ouvertes, si on veut, notre chat de conversation qui est ouvert pour vous, pour obtenir des réponses, des idées inspirantes par rapport à vos projets. Donc, des idées de sujets, si vous posez des questions, exemple, la recherche d'opportunités, donc la prospection, l'optimisation des immeubles, l'analyse de rentabilité, les offres d'achat, le marché, les prêteurs privés, la visite des lieux et l'inspection en bâtiment, le financement, Alouette. Gardez en tête, s'il vous plaît, que vos questions, idéalement, devraient concerner tout le monde qui nous regarde. Si ça devient précis, on vous réfère à nos services d'accompagnement privé. Vous avez tous les détails sur le site web du Club d'investisseurs immobiliers du Québec dans accompagnement personnalisé, service conseil. Donc, si vous voulez réserver une heure avec un des coachs, on vous invite à le faire avant les fêtes. Sinon, aujourd'hui, question d'ordre général, susceptible d'aider tout le monde. Les amis, 1er décembre, on la reconnaissance, gratitude envers nos locataires. On leur exprime à travers ce que vous voulez, une boîte de chocolat, un paquet de café gourmet, ce que vous souhaitez et la touche qu'on vous enseigne au club dans le cours sur la gestion, ajouter une petite étiquette autocollante avec le nom du locataire. Si vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, des immigrants qui n'ont pas leur famille ici, ça les touche terriblement. Et plusieurs nous écrivent, nous, dans notre gestion, que c'est le seul cadeau qu'ils auront à leur nom cette année. Donc, encore une fois, pas obligé d'exagérer, pas obligé d'y aller avec des cadeaux de grande valeur, mais une belle pensée, une valeur à votre choix, entre 15 et 25 $, c'est une belle valeur. Et ça passe bien, un petit ruban accroché au poignet ou encore une distribution en personne. Vous allez faire des heureux. Et il ne faut pas oublier que nos locataires contribuent à nous enrichir, à payer nos hypothèques. Et voilà, en échange, on leur fournit évidemment un logement, du service et tout. Mais c'est une relation d'affaires. Puis je pense qu'en décembre, ça mérite de la reconnaissance. Donc, à garder en tête. Très bon point. Puis Michael qui s'est manifesté à midi et 6 qui dit que Jean-Pierre sera à la bulle immobilière ce samedi 11h à CJMD 96,9 Lévis. Tu peux-tu nous en parler? Oui, certain. Je salue Michael puis Jean-François. On a eu une belle session en studio la semaine dernière. On a jasé. On aurait pu continuer des heures et des heures de plein de sujets. Honnêtement, ça a été un beau segment de radio. J'ai très apprécié de travailler avec Michael et puis avec Jean-François Morin. Donc, on a parlé de gestion, on a parlé de marché, on a parlé de financement, on a parlé de plein de trucs d'une durée d'à peu près 45-50 minutes autour d'eux. Donc, merci Michael Faleschini pour le rappel. La bulle immobilière, donc, vous pouvez syntoniser. Voilà. Excellent. Il y aurait Guillaume, en fait. Guillaume Lachance à midi 5. Pour un achat d'immeuble locatif, si tu n'as plus d'équité ailleurs que sur ta maison, est-ce que vous suggérez de prendre l'équité de la maison? Effectivement, parce que c'est de l'argent qui dort. Hein. Dans le jeu de Robert Kiyosaki de Cashflow 101, en fait, on peut rembourser certaines dettes, mais il y a une dette qu'on ne peut jamais rembourser qui est l'hypothèque. Donc, pourquoi il a amené ça comme concept, Robert Kiyosaki, c'est qu'une maison qui a de l'équité, on doit toujours la refinancer pour s'en servir, pour investir en fait, et les intérêts deviennent déductibles. Donc, une maison qui est payée, c'est de l'argent qui dort là. Donc, on va toujours avoir une hypothèque, en fait, toujours un prêt sur notre propriété, sur notre maison personnelle, parce qu'on va l'utiliser comme levier pour les investissements. Donc, et voilà, je ne sais pas si y a quelque chose à ajouter là-dessus, Jean-Pierre. Ben non, toujours bon de faire travailler votre argent. Puis ça peut être l'argent des autres, on l'enseigne au club. On répète le truc, si vous ne le connaissez pas, ça fait une grosse, grosse différence. Puis juste ça va faire en sorte que ça va justifier votre midi avec nous.
vous offrez à votre entourage d'utiliser leur équité. Et la question, c'est mon oncle Marcel, ma tante Louise, que fait votre équité pour vous? Donc, encore une fois, au Québec, l'éducation a fait qu'il fallait rembourser nos maisons, nos chalets, nos condos le plus rapidement possible. C'était les méchantes banques il fallait éviter. Alors qu'en immobilier, c'est tout le contraire. Hein? Les banques nous permettent de nous enrichir. Donc, plus on fait travailler notre argent à des rendements meilleurs que ce que ça nous coûte auprès des banques, bien, plus on s'enrichit. Donc, on approche notre entourage, qu'on appelle du love money ou de l'argent de proximité, et on demande que fait votre équité pour vous. Et ils sont obligés de nous dire que cet argent-là ne fait rien. Et on offre du rendement, soit via une marge de crédit hypothécaire, soit un refinancement. Marge de crédit hypothécaire, vous pouvez la gérer pour la personne en question et par-dessus lui verser une prime de 2-3 pour le service rendu. Et compte tenu que vous nous écoutez le midi, que vous avez peut-être suivi des cours avec le club, bien, ça ajoute à votre crédibilité, à votre notoriété, à vos connaissances. Donc, vous êtes capable de démontrer que cet argent-là, évidemment, va être très bien utilisé. Et vous faites une entente de remboursement. Donc, utiliser l'argent des autres, bien, c'est ça aussi, de faire profiter de l'équité qui dort pour mieux la faire travailler. Excellent, très bon complément. Olivier ici, Olivier Pansanel, investir dans un duplex ou un chalet locatif, pardon, quelles sont vos recommandations? C'est sûr que les deux peuvent être bons. Chalet locatif, s'il est bien localisé près d'un lac, près d'un cours d'eau, ça peut être excellent. Puis ça va être une belle occasion de joindre l'utile à l'agréable, donc de faire de la location court terme et quand il n'est pas utilisé, ben, de l'utiliser soi-même pour notre consommation personnelle. Par contre, il faut s'assurer qu'il soit quand même assez loué souvent pour que ce soit rentable. Je sais que Jean-Pierre, lui, en a un ou deux, un chalet locatif. Moi, je prendrais plutôt le duplex. En fait, il faut savoir si c'est pour habiter ou non, Olivier. Si c'est pour habiter, c'est merveilleux. C'est un beau début. Un beau début, en fait, comme type d'investissement. Donc, on habite le rez-de-chaussée puis on loue l'étage. C'est une belle façon, en fait, de commencer l'immobilier à moins de risques, en fait, parce que un chalet locatif, si pas toujours loué, ça peut être pas nécessairement rentable. Donc, un duplex qu'on habite, c'est une belle façon de débuter. On apprend en fait à gérer des locataires, on apprend un petit peu le tag, comment ça fonctionne, remplir des baux, puis on habite le duplex. Donc, tant qu'à moi, c'est une merveilleuse façon de fonctionner et de débuter. Absolument. Puis Olivier, connais ton secteur, on ne le répétera jamais assez. Deviens connaissant, deviens compétent, deviens expert, que ce soit un chalet locatif, sache ce qui se passe autour, qui est ta concurrence, tes voisins. Et on répète toujours le conseil de Jacques Lépine, le profit se fait à l'achat, donc on veut des vendeurs motivés. Même chose pour un duplex. Puis dans le cas d'un chalet locatif, c'est une observation personnelle, mais il y a un certain fantasme chez les gens de dire hey, on va avoir notre chalet, puis on va le louer, puis ça va être super. Généralement, vous êtes en cash flow négatif. Donc, les chiffres ne fonctionnent pas. Faites attention à ça. Des fois, ça devient plus intelligent d'investir peut-être dans d'autres types d'immeubles et de vous payer une location de quelques semaines par année à l'endroit de votre choix, en rotation, dans des secteurs peut-être différents, sans avoir la responsabilité de supporter un chalet locatif. Donc, achetez judicieusement, s'il vous plaît. Excellent. Katia Desgranges nous pose une question sur les flips. Nouvelle maison sur le marché. Donc, faut-il être pressé de faire une offre plus basse, évidemment? Être pressé, non. Il n'y a pas de presse, à moins que ce soit un deal apparent, évidemment, mais c'est sûr que si tu fais une offre sur une propriété qui vient de sortir sur le marché, très basse, le vendeur, souvent, il n'est pas nécessairement motivé a priori, puis il va attendre son prix, il va dire, ben, OK, c'est un petit peu trop bas, je vais attendre un acheteur un peu plus élevé, une offre plus élevée qui va suivre éventuellement. Et donc, c'est plus dur de faire des offres basses quand ça mène de sortir sur le marché. Mais moi, je vous conseille, pas je vous conseille, mais je vous invite en fait à demander à votre courtier qui vous envoie les listings. Ça fait plus que 6 mois qu'ils sont sur le marché. Il y a des choses qui traînent des fois sur le marché qui peuvent être intéressantes, que les gens n'ont pas vu le potentiel. Et là, faire des offres agressives sur un immeuble ça fait longtemps qui est sur le marché, il y en a plus de chances en fait que ça passe que sur une propriété qui vient juste de sortir. Surtout, c'est sur Centris. Souvent, les gens ils vont essayer d'avoir le gros prix en partant. Donc, faire une offre basse, rien n'empêche de le faire, mais les chances sont minces que le vendeur accepte quand ça fait juste, mettons, quelques jours ou une semaine que c'est sorti sur le marché.
Donc, et voilà, je ne sais pas si tu as de quoi ajouter là-dessus, Jean-Pierre. Très bonne réponse. Les vendeurs deviennent raisonnables à l'usure. Donc, sinon, Katia, vous allez faire face à des surexcités de l'immobilier qui vont renchérir, puis ça n'aura plus de sens au niveau du prix. Laissez peut-être d'autres personnes taper la trail, comme on dit, et à un moment donné, évidemment, vous gardez contact avec le vendeur ou le courtier. Faites attention de ne pas vous brûler avec des offres trop basses au départ, comme le dit Yvan, mais vous demeurez disponible. On a vu des belles histoires au club où est-ce que l'immeuble est revenu quelques temps plus tard à une des personnes qui s'était identifiée au départ, qui n'avait pas sorti de prix, qui avait simplement dit ça ne correspond pas à mes critères d'investissement. Puis, la personne a été rappelée. Puis même, j'ai un cas récent où est-ce que la personne l'a eu en bas du premier prix qu'il avait en tête. Donc, ça peut être intéressant des fois de donner un peu de temps puis laisser se calmer le jeu. Et si ça a à vous revenir, ça vous reviendra. Je viens d'avoir quelque chose. En fait, j'ai vu ça tantôt, puis la semaine passée, qui est une belle façon de fonctionner. Mossan, à midi 6, quand il y a une question, il met le petit Q avec 2 petits points. Ça nous permet en fait de cibler les questions parmi tous les commentaires, puis les go, puis les bonjours qu'il y a. Donc, si les gens veulent utiliser la même technique que Mossan, c'est merveilleux pour nous. Ça facilite en fait la recherche de questions parmi tous les commentaires qu'on reçoit. Donc, il pose une question. Je vais te laisser celle-là, Jean-Pierre. Les solutions win-win avec un locataire avec un bail de plus de 10 ans, âgé de plus de 65 ans. Toi qui es dans la gestion courante, là. Mossan, c'est discuter. C'est quoi la réalité de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle envisage pour l'avenir? Peut-être qu'elle a des projets à court terme. Peut-être qu'elle va aller habiter avec son fils, sa fille. On ne le sait pas. Des fois, on présume trop vite. Donc, rencontrons nos locataires, ouvrons la discussion, faisons-les parler. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Comment ils voient l'avenir? Puis si la personne dit, moi, je suis bien, je ne paye pas trop cher, je veux continuer à être ici, bon, à ce moment-là, tout se négocie. Est-ce que à l'extérieur de la période de renouvellement, on ne pourrait pas faire des améliorations spécifiques à son logement? Ce que Jacques Lépine appelait des inflations forcées, où est-ce que la personne, on lui demande qu'est-ce qui ne va pas dans le logement, qu'est-ce qu'elle aimerait voir améliorer, cuisine, salle de bain, revêtement de plancher, etc. On se retire et on revient avec une proposition. On pourrait refaire votre salle de bain moyennant tel montant par mois. Il y en a qui font des petits calculs, des petites règles du pouce par rapport à ça. C'est 50, 60, 70 $. Et souvent, on voit que ça fait l'affaire de tout le monde. Donc, c'est une entente de gré à gré, comme je vous dis, à l'extérieur de la période de renouvellement des baux. Des fois, c'est des façons de regagner un peu de valeur sur le loyer dans une transaction gagnante-gagnante. Donc, j'espère que ça peut aider, Mossène. Excellent. Dominique Russell, à midi 11, les prix des semi-commerciales est plus près des évaluations municipales. Les deals ont donc l'air meilleurs. Le sont-ils vraiment? L'évaluation municipale, les amis, c'est vraiment pour fin de taxation. On ne va pas se fier à ça. Donc, c'est vraiment l'évaluation marchande qui va être importante. Donc, tenter d'obtenir les comparables vendus pour être capable de faire une bonne tête du secteur et être capable de voir si la propriété fait du sens ou non par rapport au marché. Donc, on ne se fie pas, s'il vous plaît, les amis, à l'évaluation municipale. Dans les semi-commerciales, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu des semi-commerciales, Jean-Pierre, mais oui, j'en ai. ça doit être le même principe, l'évaluation municipale. On ne tient pas compte. Oui, c'est que le taux de taxation n'est pas le même. Il faut faire attention à ça, Dominique. Et la méthode de calcul n'est pas la même non plus. Hein. Des fois, on voit un semi-commercial, puis on voit un vendeur ou un courtier qui connaît peut-être un peu moins ça, nous dire waouh, 19 fois, 20 fois le net, ce n'est pas les mêmes ratios. Il faut absolument séparer les revenus résidentiels de commercial et ensuite appliquer les bons ratios. Donc, ce n'est pas les mêmes TGA ou les mêmes MRN, si on veut. Donc, la banque va faire un pondéré, mais aux fins de calcul puis d'analyse, c'est bien de séparer ce qui est résidentiel et commercial. Donc, voilà. Mais c'est possible que ce soit un peu plus bas au niveau des villes. Comme je vous dis, le taux de taxation n'est pas le même. Ils se reprennent là-dessus. Il faut faire ces calculs. Puis encore une fois, les règles d'usage en immobilier, on cherche des vendeurs motivés, on cherche l'exception. Pensez à prospecter aussi le semi-commercial. C'est effectivement un beau marché. Il y a moins de monde. Ça fait peur à certains. Mais dans le fond, écoutez, c'est des clients qui sont des locataires résidentiels ou commerciaux. Les baux sont différents aussi.
mais ça se fait très, très bien. Là. On voit souvent des investisseurs commencer en résidentiel, puis tranquillement aller vers du semi-commercial. Ça peut diversifier vos types de placements. Je recommande quand même de rester dans des secteurs que vous connaissez. Excellent. Merci du complément, Jean-Pierre. Denise, à 12h17, nous demande à quel moment peut-on dire que l'offre est agressive? Ça dépend si on est en mode flip ou en mode détention long terme. En mode flip, il faudrait être 25 en bas de la valeur marchande et non du prix demandé parce qu'on peut avoir un vendeur qui demande trop cher par rapport au marché. Fait que déjà là, il ne faut pas se fier au prix demandé, mais plutôt au prix du marché. Et en mode flip, ça va être un 25 sinon vous allez risquer de flopper en fait la transaction. En mode détention long terme, je vous dirais un 15 ça commence à faire du sens. C'est sûr que c'est plus dur de faire un gros profit à l'achat en détention long terme comparativement au flip. Donc, je dirais 15 en détention long terme, 25 en mode flip, toujours par rapport à la valeur du marché et non par rapport à la valeur au prix demandé, qui en fait, des fois, on a des vendeurs qui testent le marché avec des prix plus élevés. Donc, on se fie au marché et non au prix demandé. C'est bon? Oui, bravo, bonne réponse. Puis Denise, si vous faites de la prospection pure hors marché, vous allez être la seule dans le dossier. Et il s'agit que vous arriviez au bon moment dans la vie de la personne pour présenter une offre. Est-ce qu'elle sera agressive ou pas? Ça va être à vous de la démontrer, mais il n'y aura pas personne d'autre. Il n'y aura pas eu d'évaluateur agréé, il n'y aura pas eu nécessairement de courtier pour donner des opinions de valeur marchande. Donc, ça sera le prix auquel vous allez arriver. Idéalement, on essaie de tourner autour des valeurs économiques, donc celles reconnues par les banques, par les prêteurs. Sinon, si c'est sur le marché, ben, comme dit Yvan, ça dépend du prix qu'on demande. Je pourrais vous demander 15 pour mon verre d'eau ici, à moins d'être dans le désert du Sahara. Pas convaincu que je vais l'obtenir. Donc, le prix demandé, c'est très relatif. Je préfère dire le prix qui vous convient, le prix qui correspond à une valeur économique, à vos critères de rentabilité pour que ce soit intéressant d'acheter. Excellent. Merci, Jean-Pierre. T. Germain, à 12h18, question pour les flips. Est-ce mieux d'acheter à l'intérieur d'une incorporation, d'une compagnie ou d'une société pour minimiser les impôts et maximiser les profits? On va généraliser ici, les amis, parce que ça dépend du type de flip. Un flip propriétaire occupant, ben, vous ne pourrez pas le faire au nom de votre société, à moins d'avoir peut-être la propriété à votre nom avec une contre-lettre. Hein, donc, on rentre dans un mécanisme du Code civil, donc une contre-lettre qui vient dire qu'en réalité, ça appartient à notre société fiscalement parlant et tout. Donc, mais si on y va standard, si vous achetez via une compagnie, vous ne pourrez pas habiter la propriété. Donc, ça dépend du type de flip. Mais règle générale, si on va généraliser, quand on fait un flip dans une société, c'est plus intéressant fiscalement parlant parce que la société va payer aux alentours de 20 d'impôts comparativement à votre flip au nom personnel, bien, ça va se rajouter sur vos revenus actuels et ça risque d'être beaucoup plus élevé en termes d'impôts à payer. Donc, de façon générale, c'est plus intéressant de faire nos flips dans une société pour payer moins d'impôts. Exact. Une nuance avec la détention, donc pour conserver, où est-ce que les gens, on le répète souvent dans nos lunchs, sont souvent un peu trop pressés de créer une incorporation. Hey, moi, je me pars en immobilier, je pars ma compagnie. Consultez, s'il vous plaît, un fiscaliste. Puis la raison est simple, c'est que pour Revenu Canada, Revenu Québec, l'immobilier, c'est un revenu de placement. Donc, ce n'est pas une compagnie opérante, c'est un revenu de placement, ce qui fait que vous êtes au gros taux corporatif versus au personnel, où est-ce que là, ce sera votre taux marginal d'imposition selon votre braquette d'impôt. Donc, à faire attention, si c'est pour détenir, on ne veut pas perdre le monde ce midi, là, mais généralement, si vous commencez, si vous voulez détenir à plus long terme, on voit beaucoup de gens le faire en mode personnel, donc détenir à votre nom personnel. Mais ce n'est pas le but du midi, consultez un fiscaliste à ce sujet-là. J'ajoutais quelque chose sur mon propos de tantôt. C'est intéressant, fiscalement parlant, parce que la compagnie paye 20,6 d'impôts, mais tant que l'argent demeure dans la société, parce que si vous avez besoin de cet argent-là pour vivre, puis vous sortez de l'argent de la société, les profits, en fait, vous les sortez, mais vous allez être imposé également sur un dividende ou un salaire ou peu importe, mais quand vous allez sortir l'argent, vous allez être imposé également au personnel. Donc, la loi d'intégration qu'on appelle va faire en sorte que ça va venir à peu près au même de l'avoir fait à votre nom personnel. Donc, tant que l'argent demeure dans la société, dans la compagnie, c'est intéressant fiscalement parlant. Et c'est le but, en fait, de former des compagnies. Entre autres, c'est de faire grossir cette compagnie-là en payant moins d'impôts.
Donc, il y a aussi le volet protection. Par contre, si on veut protéger notre patrimoine familial, personnel, en fait, lors de la revente de notre flip, ben, si on l'a fait dans une compagnie, on protège en partie, en fait, nos biens personnels. Donc, ça, c'est un avantage de le faire dans une société aussi. Et voilà. Super, super. Si vous venez de vous joindre à nous, on est en questions-réponses générales sur l'immobilier. Donc, toute question, qu'il s'agisse de stratégie d'investissement, de défis actuels ou d'opportunités à venir, on est là pour vous répondre. J'aimerais, on salue évidemment tout le monde, beaucoup d'amis du club. Vincent Groc, là, qui est un bénévole à Québec, un gars que j'estime beaucoup, qui a fait une belle réponse. On est là pour s'entraider à 12h11 suite à une question de Guillaume, donc possibilité de refinancer avec 2 tranches distinctes, une qui sert à finaliser de payer la maison, une seconde pour l'investissement. Donc, Vincent, qui est courtier hypothécaire résidentiel, traité avec des professionnels, les amis. Traité, entourez-vous des meilleurs. Vincent en fait partie, très intègre et une très belle personne. Donc, je le salue, puis merci pour la réponse, Vincent. C'est un beau partage. Donc, voilà. Charlotte Fontaine à 12h16 pour une autre question, en fait. Est-ce qu'il y a une forte saisonnalité, pardon, pour les projets de flip? Est-ce que c'est plus intéressant en hiver ou en été? En fait, je splitterais la question en deux. Est-ce que c'est pour l'achat ou la vente? Parce que pour la vente, c'est sûr que c'est le fun de vendre au printemps. Il y a plus d'acheteurs, quoi qu'on a déjà vendu des flips en mois de septembre, mais c'est sûr qu'il y a une forte demande d'acheteurs au printemps. Donc, ça, c'est une belle période pour vendre. Mais pour acheter, il n'y a pas de meilleur timing que d'autres parce qu'on cherche en fait un vendeur motivé qui va vendre en bas du marché et des gens motivés par un divorce, une maladie, une perte d'emploi, une carence aiguë, un déménagement, une succession, quelqu'un hérité d'un immeuble. Donc, la motivation des vendeurs est à n'importe quel moment de l'année. Puis, il n'y a pas non plus de meilleur secteur parce qu'on cherche un vendeur motivé. Il y en a-tu plus à Limoilou? Il y en a-tu plus à Saint-Sauveur quand on parle de Québec? Est-ce qu'il y en a plus à Saint-Hubert ou à Brassard des vendeurs motivés? Il y en a partout. En fait, il faut trouver ces vendeurs-là qui vont vendre à 25 de rabais, comme je disais tantôt. Donc, en résumé, il n'y a pas de meilleur moment pour vendre, pour acheter. Mais pour vendre, c'est le fun de vendre au printemps quand c'est possible. Et on cherche un vendeur motivé dans n'importe quel secteur, en autant qu'on est un expert du secteur. Et voilà. Excellent, excellent. À 12h18, je ne sais pas si tu l'avais relevé, Yvan, David Aoulou. Est-ce qu'un locataire peut refuser des rénovations pour éviter une augmentation de loyer? En fait, je vais être franc avec vous, c'est pas toujours payant, là, à moins d'avoir fait une entente comme on parlait tout à l'heure. Mais de faire des rénovations lorsque le locataire est déjà là, avec l'outil de calcul en ligne du TAL, honnêtement, vous allez récupérer très peu. Ça fait partie des contraintes de la loi au Québec. C'est des choses qu'on dénonce beaucoup avec la Corpic, le fait qu'on ne peut pas améliorer le parc immobilier à sa pleine valeur. Souvent, c'est au départ du locataire que c'est intéressant de faire des travaux. Donc, est-ce qu'il peut refuser des rénovations pour éviter une augmentation? Je vous dirais, à moins que ce soit des travaux requis qui compromettent votre immeuble là, sur l'intégrité et la sécurité, vous devez les faire. Mais sinon, je ne forcerais pas, peut-être pas nécessairement là, de refaire une grande rénovation dans un appartement lorsque le locataire reste sur place. Vous pouvez améliorer ce qui est à améliorer, comme je vous dis, là, qui pourrait compromettre l'intégrité. Mais sinon, utilisez quand même, David, l'outil de calcul parce que pour toutes les autres dépenses, frais d'exploitation, les taxes foncières, les taxes scolaires, les assurances, tout ça, ça rentre dans le calcul. Donc, c'est là qu'on va aller chercher un pourcentage d'augmentation. On attend évidemment là, la recommandation du TAL autour du 20 janvier prochain. Mais la question, est-ce qu'il peut refuser de faire rénover son logement? C'est plus à vous de vous poser la question. C'est plus vous qui allez être pénalisé par ça. Merci Jean-Pierre. Katia Desgranges à 12h30. Est-ce qu'on peut passer chez le notaire avant la date d'occupation? Effectivement, c'est souvent le cas. Donc, on peut notarier un immeuble, donc l'achat ou la vente de l'immeuble le 1er janvier, puis s'entendre avec le vendeur qu'on va occuper les lieux plus tard, parce qu'il va continuer à rester dans le logement ou dans la maison, par exemple, puis il va nous payer un loyer. Donc oui, il y a une différence entre la date de notaire et la date d'occupation, c'est possible, mais c'est souvent le cas. Donc des fois, on va occuper les lieux plus tard parce que le vendeur veut continuer à rester là, ou
on va assumer que ça va être vacant pendant un certain temps. Donc, c'est ce qu'on a fait, moi puis Audrey, dans la transaction de la maison qu'on a achetée récemment. C'est notre arrive là, depuis une couple de semaines, puis on va occuper les lieux plus tard. Donc, et voilà, Katia. Super, super. Peut-être un petit commentaire aussi d'ordre général, là, si on recule la voiture un peu, là, on prend un certain pas de recul ici. Faites attention de ne pas suranalyser, d'essayer de connaître toutes les stats du marché, les cycles immobiliers, tout ça, vous n'achèterez pas. Souvent, on s'aperçoit que c'est des gens qui veulent se convaincre de ne pas acheter, puis se trouvent des raisons de ne pas faire. Écoutez, il y aura toujours des deals, il y aura toujours des vendeurs motivés. Les gens auront toujours besoin de se loger. Et il n'y aura jamais de situation parfaite en passant. Donc, des fois, on veut contrôler notre risque. Oui, ça c'est correct à travers une connaissance du secteur, rapport d'inspection, rapport d'évaluation, évidemment toute notre vérification diligente. On regarde l'âge des baux, depuis combien de temps que ces gens-là sont là. Mais comme je vous dis, il y a toujours une part aussi où est-ce qu'il faut se lancer, où est-ce qu'il faut se commettre. Mais on s'aperçoit que les gens qui veulent tellement de données, tellement de chiffres, tellement de stats, ne bougent pas. Hein? On dit souvent que l'analyse paralyse. Donc, à un moment donné, là, on a assez de paramètres pour être capable de reconnaître une bonne affaire. Et sinon, ben, suivez des formations avec nous au club. On enseigne, entre autres, l'analyse de rentabilité, où est-ce qu'à un moment donné, en quelques instants, avec quelques paramètres, on a une très bonne idée du prix à payer pour un immeuble. Excellent. Merci Jean-Pierre du conseil. Très bon, très bon. Il y a Denise, midi 31. Que pensez-vous de faire financer un Plex par le vendeur? Donc, on tente d'acheter les amis avec l'argent des autres le plus possible, que ce soit de la love money d'un parent, que ça peut être de l'argent de la banque, évidemment, qui est un de nos principaux partenaires là-dedans. Ça peut être des associés, mais ça peut être aussi le vendeur qui vous finance une partie. Donc, ce qu'on appelle une balance de vente ou un solde de prix de vente. Techniquement parlant, c'est une solde de prix de vente, mais dans le jargon, c'est une balance de vente. Donc, oui, très belle façon, en fait, de réduire votre mise de fonds. Et on l'enseigne dans le coaching comment procéder. Techniquement parlant, on ne va pas aller là-dedans ce midi. Mais oui, c'est une excellente façon parce que le vendeur peut vous financer à la limite la mise de fonds, votre mise de fonds. Donc, évidemment, on va devoir cet argent-là au vendeur. On s'entend sur des modalités avec un taux d'intérêt, des paiements mensuels ou annuels ou un prêt ballon qu'on parle aussi dans le coaching, un prêt ballon qui est payable à la fin, donc capital intérêt à la fin. Donc, excellente façon d'acheter un immeuble. Mais dans les plex, si on parle techniquement, un plex, c'est 4, 3, 2. Donc, c'est plus rare. C'est pas impossible, mais si on est capable de faire financer un plex, donc un duplex ou un triplex par un vendeur, c'est une belle façon. Dans les immeubles à revenus de 6 logements et plus, c'est plus fréquent. Plus c'est gros, en fait, plus c'est fréquent que le vendeur va contribuer, va participer au financement. Plus rare dans les petits immeubles. Oui, absolument. Mais ce qui est le plus important, je vous dirais, c'est le prix payé, le profit à l'achat, Denise, parce que, comme le dit Yvan, un solde de prix de vente, c'est un prêt, c'est pas un cadeau. On a vu même des gens augmenter le prix pour accepter un solde de prix de vente. Je te vends l'immeuble 500 000, tu veux un solde de prix de vente, il va être 550. Pas tant, non. Non, merci. Trouvez votre argent ailleurs, puis essayez de négocier le meilleur prix possible. Donc, tant mieux si ça se fait donner à bon prix, mais des fois, c'est dur d'avoir les deux. C'est soit le prix ou les conditions. Donc, souvent, pour avoir un très bon prix, il faut simplifier les conditions d'achat. Et souvent, c'est de dire, entre autres, qu'on a l'argent pour acheter et qu'on a même peut-être le financement déjà d'autorisé ou accessible. Et ça, même si vous ne l'avez pas, je sais qu'il y en a qui vont dire quoi? C'est une des choses sur lesquelles on travaille au club à travers Ray Vincent, notre motivateur qui nous dit agissez comme si vous aviez toujours 1 million de dollars dans vos poches, agissez avec confiance. Donc, ça vous met en position d'être plus à l'aise et ça paraît lors de vos négociations. De sorte que si vous avez un vrai deal, un vrai immeuble acheté en bas de la valeur du marché, bien, vous allez trouver l'argent. Que ce soit à travers des partenaires, que ce soit en revendant l'offre. Il y a différentes façons. Donc, travaillez beaucoup plus sur le prix payé au départ, plus que de vouloir vous faire financer nécessairement par le vendeur. Si vous avez les deux, grand bien vous fasse.
Ouais, danger de payer trop cher parce que le vendeur vous en finance une partie, là, comme disait Jean-Pierre. Surtout si vous financez à 100%, les amis, parce qu'on voit ça aussi, des fois, un vendeur qui finance à 100%. Faites attention de ne pas payer trop cher parce que c'est un immeuble vaut 500 000, puis parce qu'il vous finance à 100%, dans des conditions d'intérêt intéressantes, à 2%, 3%, tu sais, c'est alléchant, mais si on paye 600 000, on paye 100 000 de trop pour l'immeuble, on n'est pas plus avancé quand on a le temps de refinancer l'immeuble dans un court laps de temps, souvent. Donc, faites attention. Dans le cas d'un financement à 100% par le vendeur, assurez-vous d'avoir une évaluation agréée pour être sûr de ne pas payer trop cher, donc payer le juste prix. Allez, les amis, 12h40, on va aller au tirage. Le temps file rapidement. Donc, je ne sais pas si Mehdi, tu es prêt avec ton sélecteur et Jean-Pierre pour les tirages. Oui, est-ce qu'on peut remercier les gens qui rendent la diffusion possible ce midi, les gens de l'équipe qui ont travaillé à ça, Sandra, le Duc Thibault, on a Ariane Paquin qui est de retour dans l'équipe, Mehdi évidemment à la régie. Donc, merci à tout ce beau monde. On salue Eric également au marketing chez nous, communication marketing. Donc, merci à toute l'équipe et Julie, notre adjointe administrative, bien sûr. Suivez-nous, il y aura d'autres midis de Q&R. Il y en aurait eu quelques-unes qu'on aurait pu prendre encore, mais effectivement, le temps file. On veut respecter l'horaire pour tout le monde. Écoutez, merci infiniment. Soyez des nôtres pour la dernière de l'année. Donc, c'est un rendez-vous pour notre lunch immobilier du 8 décembre prochain, lundi prochain, toujours autour de midi. On reçoit Maude Perron. On va vous parler d'Objectif 2026. Prépare ton mindset pour réussir. Et encore une fois, si vous avez manqué une partie de ce midi, vous voulez réécouter, nos lunchs sont disponibles en podcast à réécouter en rediffusion en tout temps. Donc, toujours le fun aussi d'avoir vos commentaires, même après l'événement. On vous lit. On est toujours intéressés, curieux de vous entendre, de vous lire. Et encore une fois, merci de faire partie de la belle communauté du Club d'investisseurs. On vous revoit peut-être demain pour ceux qui viennent à Montréal. C'est la mensuelle, la dernière mensuelle de l'année 2025. Donc, à vous intéresser. Et aussi, peut-être le 7 décembre, vous avez des ados, peut-être, que vous aimeriez éduquer financièrement. Donc, une belle occasion, en fait, le 7 décembre, avec la partie de cash flow qui aura lieu à Montréal. Donc, une quarantaine de personnes. Et on va profiter de l'occasion pour remettre des diplômes, en fait, aux ados qui ont fait le programme de coaching pour les jeunes 12-18. Donc, on leur remet leur diplôme lors de cette partie de cash flow-là. Donc, belle occasion pour faire découvrir l'immobilier à vos jeunes et on vous entend en grand nombre. Donc, merci à tous. Merci Jean-Pierre d'avoir été là, d'avoir animé tout ça. Donc, belle semaine. Belle semaine, go, go, go à tous. Donc, on se revoit la semaine prochaine, les amis. Merci Jean-Pierre. Bye. N'oubliez pas de récompenser les gens autour de vous et vos locataires. La gratitude, les amis. Good. À bientôt. Excellent. Salut. Bye. Bye bye.